Le Dragon, c'est une pièce d'Evgeny Schwartz qui a commencé sa carrière d'auteur en écrivant des contes pour enfants. Et puis ensuite, il est passé au théâtre pour écrire ce qu'on pourrait appeler des contes pour adultes. C'est donc un village qui est en proie à un dragon, un vrai dragon, à 3 têtes depuis plus de 400 ans. Et ils sont complètement soumis à ce dragon qui leur demande chaque mois de la nourriture et qui a une espèce de tradition un peu étrange, c'est que tous les ans, une jeune vierge du village est sacrifiée pour aller dans la grotte du dragon et n'en revient jamais. Cette année, c'est le destin qui attend Elsa, la fille de l'archiviste du village. Sauf que arrive en ville un étranger, Lancelot, un héros professionnel, comme il se décrit lui-même, qui va dérégler en fait cette espèce de mécanique installée, une mécanique finalement de l'oppression, de la dictature, et qui va défier le dragon au combat. Entrez! Dra! Le dragon! Je le prie d'entrer! Et ce que nous propose Evgeny Schwartz après la victoire de Lancelot, c'est de nous montrer comment est-ce que, une fois qu'on a débarrassé une population de son tyran, comment est-ce qu'on peut se débarrasser aussi de la tyrannie qui est inscrite dans les corps, qui est inscrite dans les pensées. Et c'est donc une réflexion sur nos libertés, à la fois collectives et personnelles, sur les questions d'oppression, mais aussi de résistance. Je me suis aperçu qu'effectivement, cette œuvre-là, certainement, pourrait donner quelques clés de lecture du monde dans lequel on est en train de vivre. Et puis, il se trouve qu'après, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a été déclaré juste après la création de la pièce. Donc, tout à coup, la pièce prenait encore un autre aspect. Et puis, on l'a créé, on était en pleine campagne pour la présidentielle en France. Donc, toutes ces questions politiques, de liberté, de qui on choisit pour nous représenter, étaient brassées par la pièce, et donc on n'a pas eu grand-chose à changer. J'ai changé la fin pour des raisons que je crois plus modernes, c'est-à-dire que je pense que si Evgeny Schwartz écrivait cette pièce aujourd'hui, il n'aurait pas écrit la fin qu'il a écrite en 43-44, parce que tout à coup, Elsa, dont c'est aussi un éveil à la conscience, grâce à l'arrivée de Lancelot, mais aussi à ce qui naît en elle de révolte, de colère, de volonté de résister, tout à coup, dans la pièce originale, Lancelot revient, sauve Elsa, alors qu'elle est dans une progression, un éveil à elle-même. Et j'avais très envie que cet éveil à elle-même aille jusqu'au bout, et que ce ne soit pas le chevalier qui vient sauver la jeune fille qui toute seule n'aurait pas réussi, etc. Alors que je pense qu'elle a, et c'est Evgeny Schwartz qui le montre, elle a les armes pour réussir tout à fait, toute seule, son combat contre l'oppresseur. Il fallait vraiment développer un monde magique, vraiment un monde magique, onirique, fantastique, dans lequel des chats peuvent parler, dans lequel il y a des tapis volants, dans lequel il y a un dragon à 3 têtes, dans lequel, voilà. Et donc, avec Bruno de Lavenaire, le scénographe, avec Antoine Travers à la lumière, avec Clément Mirguet à la musique et Sylvette Descaistes au costume, on a vraiment essayé de créer un monde entier, un monde qui s'inspire beaucoup du cinéma expressionniste allemand, du docteur Caligari, de Nosferatu, plutôt dans cette esthétique-là très noire, très aussi figurative, très expressive, avec des maquillages très appuyés, parce que l'idée était de montrer une société exsangue, une ville calcinée, et puis aussi de faire comprendre dans la scénographie que le dragon, à la fois il est dans tous les êtres humains qui sont
qui habite cette cité, mais en fait, il est partout. Le chat dit, il faudra arracher le dragon en chacun de vous. C'est un travail pénible qui vous attend. C'est un travail. Et moi, je suis d'accord. Et le jardinier dit, mais soyons patients, on greffe un arbre malade, organisons une greffe générale. Et je trouve ça assez chouette. Je joue donc effectivement la scène du balcon sur mon balcon à Angers, une semaine après le début du premier confinement. Et le directeur de l'Opéra de Paris, Alexander Neff, m'appelle et me dit bon, j'ai vu que vous aviez joué Roméo et Juliette sur votre balcon, est-ce que vous voulez jouer à l'Opéra Bastille? Alors moi, Roméo et Juliette, c'est la pièce que je regarde, que je relis, que je parcours parce que j'ai très très peur de m'y atteler, parce que c'est un joyau, parce que tout le monde connaît cette histoire, parce que vraiment pour moi, Roméo et Juliette, c'est vraiment le défi. Je parle de la pièce. C'est vraiment le défi absolu. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on propose de mieux, de relecture, des nouveaux éclairages sur cette pièce-là qui n'auraient pas été faits, etc. Mais là, on part sur l'œuvre opératique, celle de Charles Gounod, et j'avoue que la musique, elle est absolument saisissante en réalité. Elle permet, moi je trouve qu'elle donne à Shakespeare et aux élans des amoureux et de toutes ces frictions et ces guerres intestines entre les deux familles à Vérone, elle donne vraiment beaucoup d'épaisseur et c'est un autre travail. Un jour, je la ferai, c'est certain, en spectacle théâtre, c'est sûr. Mais je me dis, tiens, voilà, je l'ai travaillé sur mon balcon, je l'avais déjà travaillé un peu avant en atelier, j'ai travaillé sur mon balcon, j'ai donné un stage aux étudiants de l'école de Lille sur Roméo et Juliette, je passe par l'opéra, c'est comme si je faisais une approche en fait, je crois. Moi je suis très heureux d'avoir l'occasion de vivre ça, d'abord de me saisir, d'avoir eu la chance de me saisir, enfin l'honneur même, de me saisir d'une œuvre aussi populaire dont j'imaginais pas l'impact à ce point. C'est-à-dire que venant du théâtre public, on monte Hamlet, on voit 3-4 Hamlet par an, 3-4 Tartuffe, etc. Donc moi je pensais que ce serait un Starmania de plus. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est le retour de Starmania comme la franchise de Spider-Man ou de Batman, je sais pas comment dire. Starmania, les gens l'ont dans leur vie, dans leurs souvenirs, dans leur construction intime. J'ai été nommé directeur artistique des cérémonies olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ça veut dire qu'en gros, je vais, enfin pas en gros, de manière très précise d'ailleurs, je vais coordonner, diriger artistiquement les cérémonies d'ouverture olympique qui vont se passer donc sur la Seine, sur le fleuve, hein, sur 6 km de Seine entre le pont d'Austerlitz et Trocadéro, pour l'ouverture olympique. La clôture olympique, elle, aura lieu au Stade de France. L'ouverture paralympique aura lieu place de la Concorde avec l'arrivée des athlètes paralympiques par les Champs-Élysées. Vous voyez le symbole, c'est quand même assez excitant. Et la clôture paralympique aura lieu également au Stade de France. Voilà, mon travail, c'est de m'inscrire déjà dans ces écrins qui ont été décidés par l'organisation de Paris 2024 et d'insuffler de l'art. À ces cérémonies-là, puisque nous nous adressons au monde entier, au moment d'ailleurs où le monde entier est accueilli à Paris, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit au monde? Puisque là, on compte plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur les rives de la Seine et dans le stade, mais derrière leurs écrans, au même moment, c'est plusieurs milliards de personnes qui vont regarder au même moment la même chose. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens? Voilà, c'est ce que je suis en train d'écrire.